Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui garde dans son cœur bien au chaud une petite liste d'incontournables, de gens qui ont changé sa vision du cinéma ou de la télévision. Une liste sur laquelle figure le légendaire scénariste Aaron Sorkin qui, pour la première fois de sa déjà longue carrière, vient de passer derrière la caméra. Le film s'appelle Le Grand Jeu, ça cause de poker entre autres. Et on va en parler nous avec le duo de bluffeurs invétérés réunis ici autour de la table à l'antenne Paris. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné épisode 114 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Le Grand Jeu, Molly's Game en VO, c'est comme on dit inspiré de faits réels puisque c'est l'histoire vraie de Molly Bloom, ex-skieuse de haut niveau, jeune femme brillante qui se retrouve un peu malgré elle embarquée dans le monde des cercles de poker pour stars à Los Angeles où elle va se tailler un nom, une réputation avant que tout ne s'effondre et qu'elle ne se retrouve embarquée par le FBI et mêlée à un procès de mafieux russe. C'est donc à la fois son parcours et ses ennuis judiciaires que nous raconte le film, écrit et réalisé, on l'a dit, par Sorkin, épaulé par un cast plutôt 3 étoiles, à savoir la toujours excellente Jessica Chastain dans le rôle principal, Idris Elba dans celui de son avocat, Kevin Costner dans celui de son papa et Michael Cera en joueur de poker un poil tordu sur les bords. Why are you in this alone? Where are the people you're protecting by not telling the whole story? I'll tell them everything they want to know about me. About me. That's it. Alors on retrouve évidemment la touch Sorkin, à savoir les dialogues, très bien écrits, mais malheureusement réalisateur c'est un vrai métier, le film manque cruellement de mise en scène. Cette absence de vision fait malheureusement ressortir toutes les scories du scénario qui auraient mérité d'être repris en main par quelqu'un d'autre. Mais qu'en avez-vous pensé, vous messieurs, de ce grand jeu? Qui veut commencer? Stéphane? Et en fait, t'as tout dit. C'est un peu effectivement le souci du film, quoi. Mais après, il faut quand même replacer. Moi, je connais surtout Sorkin. Je connais pas vraiment par la télé. J'ai The Newsroom quelque part. Il faut que je jette un œil dessus. Mais c'est vraiment ce qu'il fait au cinéma que je connais. Et effectivement, c'est assez aussi bien écrit qu'un social network sur certains aspects, quoi. En tout cas aussi prenant pour un sujet qui devrait normalement ne pas m'intéresser du tout. Comme voilà, je suis pas un joueur de poker, je connais rien aux règles, je m'en fiche. Et voilà, mais là le film reste malgré tout passionnant parce que c'est un portrait de femme très ambitieuse et qui est dévoilée en fait dès le début, c'est-à-dire dans son autre secteur d'activité à la base, puisqu'elle c'est une championne de ski. Et voilà, cette écriture c'est assez ciselée, assez rapide. C'est sa marque de fabrique, comme tu l'as dit, et c'est quelque chose qui réemploie là. Le problème, moi, je trouve, de la mise en scène en soi, c'est à la fois dans le fait que le film manque d'ampleur, surtout sur la dépiction du monde dans lequel elle est censée évoluer, quoi. Il y a dans l'histoire vraie en fait de cette personne-là, l'une des rumeurs, c'est que en fait donc c'est une nana qui s'est accoquinée avec une star de cinéma pour monter un poker pour des stars de cinéma et de tous les de tous les milieux de la finance. Voilà, c'est ça. Ce genre de choses. Et dans l'histoire vraie, apparemment, la star de cinéma, c'est Tobey Maguire qui, à cette époque-là, était la star de Spider-Man. C'était vraiment au moment où il était en train de faire ce film-là. Et donc, c'était un vrai gros player, quoi. Là, dans le film, il le remplace par Michael Cera, qui est très sympa, hein, Michael Cera, mais qui est déjà plus au bout, il est déjà au bout de sa carrière, en gros. Hein. En plus, c'est pas un très grand acteur dramatique. Et du coup, ça fait un peu cheap, en fait. Il fait pas très star, manipulatrice, qui est quand même censé être son rôle. Qui en même temps joue c'est-à-dire que en soi, Tobey Maguire, s'il n'est pas Tobey Maguire, est pas forcément hyper impressionnant, n'est pas un mec incroyablement charismatique ou avec un physique de dingue. Donc il est un peu comme Michael Cera. C'était une grosse star. Le personnage dans le film est censé être une grosse star. C'est pas Michael Cera. C'est pas Michael Cera. Il l'appelle X. Oui, il l'appelle X, mais toi tu vois Michael Cera. Ah oui, parce que c'est l'acteur qui le joue, mais... Et tu sais que c'est une star de cinéma. Oui. Bon, mais Michael moi, j'arrive Cera, à m'en détacher, justement. Moi, j'ai un peu ce problème-là, parce que t'es censé rentrer dans une espèce de logique où tu démontres, en fait, vraiment le luxe clinquant qu'elle est censée représenter. Et moi c'est ça qui me manque en fait, c'est ce côté vraiment immersif en fait, dans lequel elle va se perdre en fait dans le factice, alors que c'est quelqu'un qui est quand même censé être très intelligente, très voilà. Et il y a cette dichotomie qui pour moi n'est pas là, et je trouve qu'elle est représentée par le cast d'un personnage comme Michael Cera, qui est encore une fois déjà, je trouve, pas un acteur dramatique de grand talent.
et qui en plus est un peu une star oubliée, quoi. Enfin, il est un peu passé de voilà. Donc avoir ce rôle et le voir jouer dans sa grande scène où il manipule la nana, il l'envoie chier, tu te dis je sais pas si ça me vend vraiment voilà, ça vend le truc. À part ça, l'autre gros souci que j'ai, c'est avec le rôle de Kevin Costner. Bon, les daddy issues, pourquoi pas, et puis ça colle avec l'histoire, quoi. Le problème en fait de l'écriture de Sorkin, c'est qu'elle a effectivement ses limites quand le mec se dit je vais t'écrire une scène donc où je vais régler ces histoires de daddy issues, quoi, ces histoires de problèmes où il confronte Kevin Costner à sa fille, et que le mec en gros qui est un psy, donc Kevin Costner en psy déjà faut déjà j'en y crois pas trop. Faut y croire. Et en fait, le mec se met à lui expliquer, je vais te faire une thérapie de 3 ans en 3 minutes. Ouais. Donc là, tu vois vraiment le scénariste où t'as le sentiment que non seulement en fait t'es un peu pris pour un bourricot, quoi, sur ce moment-là spécifique, mais en plus c'est interprété par Costner qui a pas l'air d'être le mec le plus psychologue du monde. Voilà, c'est ça. Non, mais qui est un mec que moi j'aime bien, mais qui est un type qui est censé représenter les valeurs à l'Americana, ce genre de choses. Et quand tu le fais arriver pour 2 scènes, en gros, c'est un peu bizarre de prendre ce que le mec véhicule, en fait, et de le faire jouer ça. Du coup, ça fait partie effectivement des trucs qui, pour moi, sont pas. C'est-à-dire que c'est effectivement des problèmes d'écriture, mais qui sont des problèmes d'incarnation, quoi. C'est-à-dire que cette scène, j'aurais pu l'acheter, effectivement, si c'était dans Social Network avec un réalisateur qui se prend la tête comme Fincher, en fait, à comment mettre ça en scène, quoi. Donc ça, c'est les gros soucis du film, mais maintenant, ils sont assez moindres, finalement, en fait, par rapport par rapport au fait que finalement le film reste malgré tout assez prenant pour un truc qui se passe en général sur des tables de poker en narration soutenue en voix off, donc tu pourrais très, très facilement te faire chier, et en fait pas du tout, et tout ça parce qu'au milieu t'as ce personnage de femme ça serait très facile de la faire passer pour une personne vénale et et finalement assez inintéressante, et en fait c'est exactement le contraire qui se produit, parce qu'il s'attache vraiment au détail en fait de ce qu'il a fait fonctionner et de son ambition. Il y a toute la profondeur qu'elle peut cacher. Donc, et puis bon, t'as effectivement Jessica Chastain qui joue très bien le rôle, quoi. Voilà. Donc c'est assez intéressant. David. Effectivement, alors je voudrais revenir sur plusieurs choses. D'abord, la méthode d'écriture de Sorkin, ce qui est intéressant et très impressionnant dans sa manière de travailler, c'est qu'il travaille en général sur des personnages souvent très brillants, et qui le rend d'autant plus brillants qu'il, je dirais, surcharge les dialogues en écrivant vraiment des très très grosses quantités de dialogues qui réduit dans le temps, et il joue énormément sur la vitesse pour balancer un maximum d'informations en très peu de temps au spectateur, qui donne un effet assez plaisant en fait pour le spectateur, qui, en regardant des films ou des séries écrites par Sorkin, se sent plus intelligent. Oui. Il y a vraiment une démarche comme ça qui est c'est allé super vite, et pourtant j'ai eu l'impression d'avoir capté toutes les informations, et en plus il parle de sujets super complexes et de sujets que je connais pas ou auxquels je m'intéresse pas forcément, et pourtant j'ai l'impression d'avoir tout compris. Et ça repose effectivement sur une sorte de science de l'écriture qui est propre à Sorkin, et qui jusqu'à maintenant avait toujours été inoculée aux spectateurs par d'autres réalisateurs. Et effectivement, là je vous rejoins tous les deux, je trouve que dans la manière dont c'est rendu ici, il y a un certain nombre de problèmes. Et notamment, il y a un problème de rythme. Et il y a un problème qu'on arrive à avoir à quelques moments dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça fonctionne effectivement très bien, parce que c'est la vitesse qui drive le propos. Et d'autres moments, en fait, où il faudrait jouer le contretemps ou en fait ralentir tout simplement. Et j'ai l'impression que le scénario, l'écriture et le rythme d'écriture de Sorkin prend le pas sur la mise en scène. Moi, il y a un cas qui est caractéristique de ça, et en même temps, j'ai jamais vu ça bien rendu au cinéma. C'est les scènes de poker. Moi, je connais le poker. Je comprends les règles. Ouais. Je m'y intéresse, etc. Et je trouve que c'est très souvent très mal rendu, et c'est le cas encore dans le film, où il est obligé
de faire des surimpressions sur l'écran pour bien surligner que il faut telle carte pour qu'il se passe telle chose, etc. Et en fait, il y a un truc qui correspond pas en fait à sa narration, c'est que le poker, c'est pas du tout quelque chose qui va vite en fait. C'est au contraire, on passe beaucoup de temps à attendre, à réfléchir, à attendre que chacun prenne sa décision. Et ce côté de vouloir surdramatiser les mains en les expliquant très rapidement, à mon avis, un effet contre-productif. C'est-à-dire que j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant de jouer en fait des intrigues parallèles à une main, de la laisser se dérouler, de nous expliquer les enjeux et de faire jouer une conversation ailleurs ou dans une pièce à côté pendant ce temps et revenir à la main, etc. Et là, en fait, il applique le même rythme à l'ensemble du film. Il y a l'autre aspect dont parlait Stéphane, c'est le côté daddy issues, qui est à mon avis un thème qui est cher à Aaron Sorkin, parce qu'on retrouve on retrouve par exemple dans Steve Jobs avec le point de vue inversé, c'est-à-dire que là on est du regard du père et son rapport à sa fille. C'est quelque chose qui revient pas mal dans The Newsroom avec le père j'ai oublié le nom du personnage principal, mais qui a aussi un rapport avec son père. Et d'ailleurs la scène de rencontre avec Kevin Costner dans Le Grand Jeu a un côté un peu en fait il sort de nulle part, c'est presque dans le scénario c'est presque un Deus Ex Machina, donc il y a un côté un peu fantastique, presque fantomatique, qui rappelle la manière dont le père est introduit dans The Newsroom. Ceci dit, je pense pas que ce soit volontaire dans effectivement, le film, quoi. Et je pense que ça dénote plutôt d'un problème d'écriture là pour le coup. Ça tombe et de mise en scène, parce que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On a du mal à y croire, et cette séquence qui, moi je la trouve plutôt excitante sur le papier, ce coup de les 3 minutes pour faire 3 ans de thérapie. De la thérapie en 3 minutes, c'est plutôt drôle, c'est plutôt bien écrit, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Voilà, on a l'impression de voir Sorkin tout nu dans son bureau en train d'écrire le truc, et on voit les ficelles du truc. Et le problème avec une scène comme ça, c'est que là en fait on arrive vraiment à la fin du film, c'est-à-dire que le film t'es plus ou moins conquis ou pas en fait à ce moment-là, tu sais déjà si t'es intéressé, voilà. Donc le truc c'est que tu te dis que c'est dommage parce qu'effectivement tu vois les limites de réalisation, et puis c'est comme tu l'as dit, c'est un métier. Le problème c'est que Sorkin, c'est pas Sorkin, c'est Sorkin maintenant. C'était pas Sorkin au début où il a commencé, et c'est quelqu'un qui a parfait sa maîtrise en fait du langage, quoi. Et le truc c'est que cette maîtrise là il l'a clairement pas dans la réalisation, mais ce qui est intéressant c'est que à défaut de faire passer cette logique là, ce que tu retrouves dans son écriture, je trouve, c'est pas seulement un côté ça va vite, tu comprends tout, c'est aussi que il fait ressortir, même si c'est une histoire vraie, il met l'accent, et dans son écriture, sur justement les coups de bluff du personnage. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que t'as beau ne pas forcément connaître le poker, tu sais comment ça fonctionne au minimum sur certains points. Et le truc c'est que je pense que comme tout bon scénariste, il a bien vu justement dans cette histoire-là ce qu'il fallait faire ressortir en termes thématiques, en fait, pour coller à son sujet. Et du coup, les moments clés, comme le moment où elle est justement mise contre un mur par Player X, tu vois, c'est un truc qui met en scène. Peut-être que c'est jamais ça s'était pas passé comme ça. Peut-être que c'est comme ça qu'elle le décrit elle dans son livre. Mais elle s'arrête quand même au carrefour en fait sur Sunset Boulevard, qui est le carrefour hollywoodien par excellence. Et c'est là où tout se joue. Et bon, évidemment après il y a le film qui va avec, il y a tout ça. Donc le truc c'est qu'il y a quand même une façon de faire ressortir ça sur le papier en tout cas. Oui, tu peux te dire qu'est-ce qu'aurait fait Fincher avec ça, qu'est-ce qu'aurait fait un autre réalisateur de talent avec ça, mais quand même ça fonctionne, c'est vraiment ancré, c'est là quand même, quoi. Donc pour moi ça reste vraiment un film recommandable sur tous ces aspects-là, parce que largement. Et enfin moi au bout du compte, j'ai l'impression de voir un bon film avec un peu les regrets de me dire que ça aurait pu être un grand film. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un aspect dont on a parlé au début, c'est le rapport à Hollywood. Ce qui est important de dire, c'est que c'est pas du tout un film sur le poker, hein. Le poker a finalement pas beaucoup d'importance. C'est un film sur le pouvoir. C'est un film sur le pouvoir, et en particulier sur comment une femme peut obtenir le pouvoir dans un milieu d'hommes, et comment elle va par son conditionnement réussir ou en tout cas être motivée
à avoir du pouvoir sur les hommes qui eux, dans sa vie, dans son parcours, que ce soit son père ou les personnes avec qui il a travaillé, l'ont toujours mis plus bactère. Donc il y a cet aspect-là. Et ce qui est intéressant, c'est que justement l'aspect Hollywood du film, qui pourrait être important parce qu'il était important dans l'histoire originale, est un peu mis de côté. Notamment, donc on a parlé du fait que Tobey Maguire était dans l'affaire. Dans le film, elle dit il est dit que 4 acteurs A-list étaient invités dans les soirées et ils ne sont pas cités dans le film, mais on trouve très facilement sur Internet. Oui, d'ailleurs, on était à la projection avec Sorkin et il a donné les noms. Ouais, c'est DiCaprio, c'était DiCaprio, Ben Affleck et Matt Damon. Donc c'est-à-dire qu'il y avait potentiellement une storyline beaucoup plus forte sur Hollywood et sur le rapport des personnalités d'Hollywood et des hommes sur les femmes qui le film est tourné depuis longtemps, etc., mais du coup sort dans un contexte où cette thématique est particulièrement d'actualité et en fait ce sujet est mis de côté. Alors, je dis pas du tout que c'est une erreur. Je pense qu'il avait d'autres choses à raconter, mais c'est quand même assez notable. Mais ça, vous avez vu la masterclass de Sorkin, il en parle ça un peu ou... Oui, il dit que c'est un hasard total, quoi. C'est un hasard total. Par rapport à la sortie. Oui, qu'il n'avait jamais anticipé. Mais il fait pas un film sur Hollywood. Non, pas du tout. Il fait pas un film sur Hollywood, mais ce qui est marrant, c'est qu'il fait pas un film sur. Il fait pas non plus un film. C'est un film américain au sens vraiment clair du terme, parce qu'il est fait par un Américain. C'est-à-dire, j'entends par là que à un moment donné, elle déplace le truc à Vegas. Il y a tout un truc. Nous, en tant qu'Européens, Vegas, c'est une aberration quand tu vas là-bas. Mais pour les Américains, c'est quelque chose qui est complètement normal. Ils vivent avec cette logique-là. Et du coup, en fait, et Hollywood, c'est un peu pareil. C'est l'aspect glamour. En fait, tout le monde veut jouer à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'as une confrontation dans le film qui est une confrontation qui est liée à ce personnage-là. En fait, c'est le fait que c'est quelqu'un qui a tellement d'argent dans la nature qu'elle est complètement pauvre, qui est quand même une logique qui existe dans le fonctionnement économique américain qui est très clair. Et c'est marrant qu'il n'ait pas du tout de recul vis-à-vis de ça, c'est-à-dire de confronter le clinquant, le luxe cheap, quoi, de nouveaux riches, à une logique économique beaucoup plus grave aux États-Unis, en fait. Et là-dessus, il n'a pas vraiment ce recul-là. Je pense qu'un Européen aurait pu vraiment apporter justement cette espèce de double jeu, en fait, de faux semblants, en fait, qui aurait pu être intéressant aussi sur un sujet, exactement, sur ce sujet-là, quoi. Mais bon, effectivement, c'était peut-être pas forcément le sujet, mais je pense que symboliquement, c'est quelque chose qui pouvait faire ressortir aussi, quoi. Et d'ailleurs, sur le côté récit d'ambition, par certains moments, tu parlais de Vegas. Je suis même plus sûr qu'ils aillent à Vegas. C'est Los Angeles et New York. Los Angeles et ensuite c'est New York. Mais en fait, en parlant de Vegas, ça m'a fait penser à Showgirls. Il y a certains aspects dans le rapport du personnage principal à son entourage, l'ambition, ce qu'elle cherche à prouver. Et ce qu'elle se prend dans la gueule, il y a quelque chose d'assez similaire, à la différence que le personnage d'Elizabeth Berkley dans Showgirls est quelqu'un d'assez naïf, en fait, malgré toute la profondeur du personnage. Alors que là, pour le coup, il fait vraiment le portrait, en tout cas, d'une femme extrêmement brillante et extrêmement forte, quoi. Et pas sexualisé, contrairement à Showgirls, parce que le truc, c'est que même s'il y a à un moment donné cette phrase de, je crois, c'est l'avocat qui lui dit, en fait, c'est votre version, la façon dont vous êtes maquillée, c'est votre version porno, de vous-même. En fait, elle a tout de suite la réponse derrière. Elle fait, mais je n'ai plus de vêtements depuis 4 ans, j'ai plus d'argent, j'ai plus de machin, donc c'est ce que j'ai acheté, c'est ce que j'ai de mieux, quoi. Et même si elle joue avec ses charmes, on va dire, pour entre guillemets attirer les gens, c'est pas ça qui les fait venir. Non. C'est vraiment le fait d'avoir le grand jeu de A-list, de faire partie de l'élite, en fait. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'en fait il n'y a pas du tout une logique ni de romance, ni de sexualisation. C'est vraiment trois détails qui sont vite expédiés dans le scénario, quoi. Et c'est là la grosse distinction aussi pour moi avec Showgirls, où
dans Showgirls, la sexualisation est très forte. Ouais, elle utilise ça comme une arme, littéralement. Sûr, ouais. C'est même jusque littéralement dans la scène finale où elle va voir le mec, quoi. Donc, et elle assoit son pouvoir aussi comme ça, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le grand jeu. Quoi. Avant de se quitter, messieurs, nous, notre seule règle du jeu à nos ciné, c'est qu'il faut conclure par une recommandation chacun. On peut rester dans la filmo de Sorkin ou dans les films de poker, mais comme toujours, vous n'êtes pas obligés. David. On avait parlé de Sorkin dans nos ciné il y a quelques temps à propos de Steve Jobs et du film donc, réalisé par Danny Boyle. À l'époque, j'avais parlé j'avais parlé soit de Studio 60, soit de La Maison Blanche, soit des deux. 60. Mais... et donc, je vous propose de continuer ce périple cette anthologie dans la filmographie série de Sorkin et de remonter jusqu'à sa première série. Il y a seulement 2 saisons, ça s'appelle Sports Night et c'est une série sur les coulisses d'une chaîne d'infos sportives, qui est une série de la fin des années 90 ou tout début des années 2000, fin des années 90 je crois. Et alors c'est très anachronique à découvrir aujourd'hui, c'est une série en format sitcom avec des rires enregistrés. Et en même temps, c'est écrit par Sorkin. C'est très bizarre. Il y a des très grands acteurs de série qu'on retrouve là-dedans. George Charles, Felicity Huffman. Je suis Amalina qui était dans La Maison Blanche. Exactement. Donc on est en paysage connu quand on aime un peu le... C'est marrant parce qu'on les voit très jeunes. Oui, voilà. Il y a ce côté un peu sympa de les redécouvrir jeunes. C'est déjà le style de Sorkin. C'est ce côté très intéressant de voir un peu l'envers du décor. Qu'il a refait plus tard avec The Newsroom, qui est une série aussi très bancale. Et en même temps, moi, je rêverais d'avoir aujourd'hui, à l'ère de Trump, des épisodes de The Newsroom, quoi. Enfin, ça aurait été vraiment la série adaptée pour parler de la situation politique actuelle aux États-Unis. Et donc voilà, donc je vous conseille d'aller Sports Night. Je crois que c'est pas super facile à trouver. Il faut bien chercher. Il faut bien chercher dans des endroits sombres. Stéphane. Moi, j'ai pas préparé de reco, mais du coup, c'est ta première fois dans l'émission. C'est ma première fois dans l'émission. Mais en même temps, c'est vrai que numéro 114 j'ai pas de film en tête en fait sur le poker ou sur même Sorkin à côté. Mais quand tu me parles de Sorkin, en général, je pense à biopic. Et quelque part, celui-là, ça en est quand même un plus ou moins un, quoi. En tout cas, sur un aspect. Du coup, moi, je vais conseiller un biopic. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands films en fait, je trouve, dans ce genre-là spécifique. Mais un film que moi je considère être un grand film et c'est pas forcément évident en fait quand tu regardes les aspects du truc, et c'est le film sur Claude François, Clo-Clo. Qui est considéré généralement vu de haut à cause justement du sujet, et j'aurais pu moi-même passer à côté parce que littéralement c'est de Florent Agneau-Siri. Donc littéralement Claude François, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est faux. La seule raison pour laquelle je l'ai vu, c'est effectivement parce que c'est réalisé par Florent Agneau-Siri. Et c'est, moi, je trouve un film formidable. C'est-à-dire que il y a, déjà, c'est un vrai film de réalisateur, vraiment de mise en scène, quoi. Et il y a en fait, alors peut-être que c'est ma vision en fait de Claude François initiale en fait qui fait que je surévalue le film vis-à-vis de son traitement. Mais c'est un film qui donne une vision d'artiste à quelqu'un que je considérais être comme un simple chanteur de variété, non mais un chanteur de variété qui m'intéressait pas, quoi. Et qui joue aussi sur sa maniaquerie, et qui joue aussi sur sur l'aspect un peu, enfin sur la profondeur derrière le clinquant, quoi. Et voilà, donc je le conseille parce que tout simplement c'était très facile de passer à côté pour des gens qui aiment le cinéma mais qui aiment pas forcément Claude François comme c'est mon cas. Et pourtant, voilà, c'est un vrai film de cinéma et un des meilleurs biopics que je connaisse. Donc voilà. Et ça explique aussi toute cette tenue à paillettes que tu arbores à chaque émission. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. En attendant, on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.